Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Adoption de l'organigramme du ministère de l'Environnement. Des environnementalistes sollicitent l'intercession du ministre Bassolman Bazié pour ne pas être sous la coupe des paramilitaires. Pourquoi? C'est la grande question. Nous recevrons le SINAE, le syndicat national des environnementalistes de l'État, pour plus d'explications. Et puis éducation. Des personnels d'encadrement de la vie scolaire revendiquent leur indemnité spéciale de logement. Ils se sont mobilisés cette semaine pour cela. L'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire sera notre invité pour le deuxième plateau. Et enfin, sport, 25e journée de Ligue 1. L'AS Sonabel était face à l'AS Douane, c'était hier. Victoire des Gabelous, 2-0. Et aujourd'hui, on a eu Asfa et Faux, 0 but partout. Le décryptage se fera avec Claude Romba. C'est donc l'essentiel pour ce qui est du déroulé de ces JDS, journal dimanche au soir, qui débute par la première des rubriques, celle société. Nous le disions en titre, mardi dernier, à Ouagadougou, les environnementalistes se sont réunis devant les locaux de l'immeuble de la Réforme qui abrite le ministère en charge de la fonction publique. Ils plaident auprès du ministre chargé du dialogue social pour que leur ministère de tutelle les prenne en compte dans son organigramme. Ils ne souhaitent pas être sous la coupe de l'administration paramilitaire. Le détail dans ce reportage après des échanges. 17 bougies allumées ici à l'entrée principale du ministère de la fonction publique par des membres du syndicat national des environnementalistes pour dénoncer 17 ans d'injustice, selon ce syndicat, au sein du ministère de l'Environnement. Ces hommes et femmes ne supportent pas que des environnementalistes travaillent sous le commandement de cadres paramilitaires des eaux et forêts. Cette organisation est à la limite, selon Lengane Kipsapol et ses camarades, un détournement des attributions du corps civil environnementaliste. Ils appellent à une bonne gouvernance du ministère de l'Environnement. Depuis 17 ans, nous nous trouvons dans des administrations paramilitaires des eaux et forêts où nous sommes des subordonnés de façon systématique d'une hiérarchie paramilitaire. Et durant ces 17 ans, pour lesquels les environnementalistes ont allumé les bougies pour qu'il y ait un éclairage, ça a été des moments très très difficiles. Et cela continue toujours. Nous avons donc décidé que le gouvernement puisse se pencher sur la question très sérieusement, car il ne convient pas que des civils se retrouvent dans des administrations qui sont étrangères à les missions civiles. Reçus par le ministre en charge de la fonction publique Bassolman Bazié, ces derniers ont transmis leur message. Et au ministre Bassolman Bazié de leur indiquer qu'ils ne sont pas les seuls à être régis par la loi 081 portant statut général de la fonction publique d'État. Je ne traite pas des questions de clans dans l'administration. Je ne traite pas des questions de groupuscules dans l'administration. Je traite des questions de burkinabés dans l'administration. Ça veut dire que si la loi 081 régit les civils et qu'il y a une autre loi qui régit les militaires et paramilitaires, le ministère de l'Environnement n'est pas le seul ministère où il y a des paramilitaires. Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, il y a des douaniers, ce sont des paramilitaires. Pourquoi il n'y a pas de crise? Au niveau du ministère de la Justice, il y a la garde de sécurité pénitentiaire. Pourquoi il n'y a pas de problème? Au niveau de la police également, l'administration, il y a des civils. Pourquoi il n'y a pas de problème? Ce jour, j'ai dit, je demande aux uns aux autres, que ce soit des eaux et forêts, que ce soit des environnementalistes, la loi qui régit tous les Burkinabés, c'est la Constitution du 11 juin 1991. La Constitution donc du 2 juin, qui a été votée le 2 juin et promulguée le 11 juin 1991. C'est cette loi qui régit l'ensemble des Burkinabés et chacun doit servir le pays sur cette base. Bassolman Bazié promet par contre de transmettre le message des environnementalistes au Premier ministre. Cette manifestation pour l'organisation au ministère de l'Environnement n'est pas la première. Le syndicat ne compte pas s'arrêter là. Il espère être reçu par le Premier ministre pour trouver une issue favorable à cette situation. Des environnementalistes donc qui ne veulent pas être sous la coupe de paramilitaires. Pourquoi? C'est la bonne question que nous posions dans les titres. Et après ce reportage, voilà les invités, les premiers concernés. Lengane Kipsapol, qui est le secrétaire général du syndicat national des environnementalistes de l'État. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec votre secrétaire général adjoint. Il est David Pegdawende Zungrana. Bonsoir. Bonsoir. La première question.
Vous l'avez entendu dire dans le reportage tout à l'heure, vous ne voulez pas être sous la coupe des paramilitaires. On a entendu aussi le ministre dire, bon, vous n'êtes pas le seul, il a cité l'économie et des finances, il a cité la justice, il a cité la police. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci pour l'invitation. Nous sommes des civils et le bon sens voudrait que des civils qui doivent exercer des missions essentiellement civiles le fassent dans des administrations civiles. Et je tiens à dire que les environnementalistes, il s'agit d'un corps. Il ne s'agit pas des agents isolés comme ça. Il s'agit d'un corps. Et en tant qu'un corps, on a été recruté pour exercer des emplois permanents dans des administrations civiles de l'État, c'est-à-dire à caractère civil. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut mieux officier pour servir les Burkinabés. Et les exemples que Bassolman cite, je crois que le ministre Bassolman cite est tout à fait justifié. C'est que peut-être que son message n'a pas été bien compris. Parce que les ministères qui ont été cités, que ce soit la justice, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de du ministère des Finances, il est tout à fait clair que les civils, les corps civils qui s'y trouvent, pour ce qui concerne la police et la douane, ces corps-là sont régis par la loi 081. Et cette loi, pour tous ceux qui sont régis par cette loi, ils se retrouvent dans des administrations civiles de l'État. Parce que c'est bien une loi qui concerne des corps civils. Donc, la police, vous n'allez pas les trouver des policiers qui sont chargés d'affecter des administrateurs civils. Voilà, parce que quand même, ça ne sied pas au regard des dispositions qui les régissent. À la douane, vous ne trouverez pas des douaniers qui affectent des agents des finances ou des trésors. Et quand vous regardez les organigrammes, c'est clair que les administrations sont bien distinctes parce que les missions aussi sont bien distinctes. Et chaque loi prévoit les attributions qui sont liées à chaque corps. Voilà. Et quand c'est bien défini, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. La question pouvait être posée autrement. Pourquoi les environnementalistes sont retenus dans les administrations paramilitaires? C'est là la grande question qu'il faut poser. Vous ne comprenez pas ce que vous y faites ou quoi? Non, c'est pas comme. Mais vous dites que c'est pas votre place. Oui, c'est important. Il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Les administrations paramilitaires, ils sont rattachés à un certain nombre d'attributions, ils sont rattachés à un certain nombre de missions qui ne conviennent pas au personnel de notre corps régi par la loi 081. Bon, on va déjà commencer. Je vais venir vers David Zungrana pour peut-être évoluer un peu dans le débat. Comprenons d'abord, l'environnementaliste, c'est qui? Parce que je me rappelle qu'à une autre époque, peut-être on va y revenir un peu dans le débat, il y avait la question aussi des eaux et forêts. Donc, pour beaucoup dans leur entendement, bon, il y a un peu de confusion. Il y a une différence. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que vous dites, comme il dit tout à l'heure, vous êtes un corps à part entière? Ok, merci pour la question. Il faut dire que l'environnementaliste, d'abord, c'est un fonctionnaire civil. Voilà, et ce corps a été créé au Burkina Faso, si on peut le dire, autour des années 2006. Et nous sommes recrutés pour exercer essentiellement des missions civiles, bien distinctes des missions des eaux et forêts. Voilà, et c'est cette différence-là qui fait que nous, en tant que personnel civil, nous devons être organisés dans une administration civile parallèlement à l'organisation des eaux et forêts qui est paramilitaire, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et si on veut aller même dans le fond, aller plus large, on va vous dire qu'il y a des environnementalistes, même le syndicat, c'est le syndicat national des environnementalistes de l'État, parce qu'il y a des environnementalistes dans le privé. Et plusieurs écoles au Burkina Faso forment des environnementalistes. Voilà, mais nous sommes des environnementalistes. Et tous ces environnementalistes, c'est un corps purement, essentiellement civil. Voilà. C'est un corps essentiellement civil. Et de l'autre côté, maintenant, on se retrouve on est civil, avec des missions civiles, des attributions civiles. On se retrouve dans des administrations paramilitaires, avec un lien de subordination, ce qui n'est pas normal.
Qu'est-ce qui vous différencie dans l'émission de ces eaux et forêts? Donnez-nous plus d'éléments pour qu'on puisse comprendre. Parce que quand vous vous retrouvez donc à être géré par des paramilitaires, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il y a dans la conjugaison des efforts pour l'atteinte des résultats quelque chose qui est essentiel sur le caractère complémentaire. Dites-nous en quoi est-ce que vous êtes à part? C'est ce que je veux comprendre. Je tiens d'abord à préciser que pour ce qui concerne le corps des environnementalistes, le corps a été créé en 2006 par la volonté des autorités qui ont compris que les questions environnementales sont des questions transversales à tous les secteurs d'activité. Et au regard de cette particularité et des enjeux environnementaux au niveau national, au niveau international, les autorités ont jugé juste et opportun de mettre en place, de créer un corps civil qui va remplir les missions qui les sont dévolues. Et ces missions-là, ça se retrouve au niveau du statut particulier eau, agriculture et environnement. Pour vous donner un peu une image, soyons plus concrets. Je vais être plus concret avec l'exemple. Je vous prends la question des pollutions. La question des eaux et forêts renvoie à la gestion des ressources naturelles, notamment les ressources forestières et fauniques. Vous voyez que c'est bien sectoriel. Mais quand on prend la question de pollution, dans toutes les unités industrielles, dans toutes les activités humaines, il y a une forme de pollution qui se fait. Nous, on vous dira, l'environnementaliste va regarder les aspects environnementaux et faire en sorte qu'il y ait des bonnes pratiques et surveiller ces aspects-là, faire en sorte que les impacts soient maîtrisés pour que les populations, pour que l'ensemble des autres formes de vie puissent avoir un milieu propice pour se développer, pour aussi avoir un cadre de vie sain. Donc il est important de comprendre que la question des environnementalistes est transversale à tous les secteurs. Et il n'est pas approprié qu'après avoir géré les ressources naturelles, si on s'en tient aux dispositions des lois qui les régissent, qu'on se retrouve encore dans les unités industrielles pour parler des questions de pollution. Je crois qu'il faut spécialiser. Ça permet d'être plus utile, d'être plus percutant. Voilà un aspect peut-être pour vous permettre de voir. Mais pourquoi on se retrouve dans les administrations paramilitaires, il faut le comprendre aussi. C'est une histoire. Au début, nous tous, quand on parle d'environnement, on voit naturellement la nature. Voilà. Et c'est comme ça que le ministère de l'Environnement a eu cette grâce, je peux dire, cette opportunité que les autorités les ont confiées pour s'occuper des questions d'environnement. Et tout corps naissant, pour toute situation nouvelle, il faut bien que quelqu'un s'en occupe avant qu'on ne comprenne qu'il s'agit carrément d'un domaine à part. Voilà. Vous allez au niveau de l'université, vous verrez quand vous allez vous former en eau et forêt, ce n'est pas dans les écoles de gestion de l'environnement comme il se passe au Désieux, comme il se passe à Aube Nouvelle, à l'IGED et bien d'autres universités. Vous m'excusez. Ça vous permet de voir que... la facture. Ok, ça va aller, on s'entendra. D'accord. Okay, ça vous permet de voir que tout ce qui forme sur ces questions d'environnement, si vous partez là-bas, que vous voulez vous former en eau et forêt, moi je dis non, c'est pas là-bas. Et c'est clair dans les lois, ça relève du développement rural. Mais l'environnement, étant donné que on gère les questions transversales, ça nous permet d'être en interaction, en complémentarité avec tous les secteurs. Sinon, le domaine des eaux et forêts, c'est une nouvelle tout à fait pertinente, tout à fait intéressant. Mais pour mieux travailler, il faut quand même qu'il y ait une organisation et que chacun sache ce pourquoi il est appelé, quoi. D'accord. On comprend un peu mieux, mais même si vous dites que vous êtes transversal, même chez le militaire, vous en trouverez aussi du médecin, vous retrouverez du mécanicien, vous retrouverez tout cela. Donc, je continue un peu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Déjà que on a cru comprendre, lorsque vous étiez en train de numérer un certain nombre de problèmes, sans forcément rentrer dans le détail. Et moi, je me rappelle de cette phrase-là, vous dites, il n'est pas convenable que des civils qui sont régis par une loi civile se retrouvent dans des casernes où ils subissent des frustrations. C'est quoi l'inconfort que vous avez à être avec ces paramilitaires? Peut-être expliquer et on comprendra mieux. C'est quoi cet inconfort-là? L'inconfort, c'est que pour nous qui avons choisi d'être civils, on ne se retrouve pas dans ces administrations paramilitaires qui ont une forme d'organisation typiquement paramilitaire.
et dans l'exécution de nos missions, dans l'exécution de nos attributions, il y a un problème. Voilà. Et si je peux dire simplement, est-ce que vous trouverez convenable qu'on forme un enseignant d'une école paramilitaire? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous trouverez convenable qu'on forme un enseignant d'une école paramilitaire pour pouvoir enseigner? Bon, ça dépend des objectifs. Bon, si ça dépend des objectifs, dites-moi dans ce pays s'il y a des civils qui sont formés dans des écoles paramilitaires. Là, on n'est pas en train de parler de formation, on parle d'exercice de profession. Oui. On a passé la formation, on est dans l'exercice de la profession dans un cadre bien précis. D'abord, il y a des interactions qui sont obligatoires et pour ce qui vous concerne, c'est que il y a par moment où vous êtes géré par des paramilitaires parce que vous êtes dans un domaine qui est transversal et que vous avez une conjugaison d'efforts pour des intérêts et des objectifs bien précis. Nous sommes gérés par des paramilitaires et nous sommes sous la coupe des paramilitaires. Nous sommes gérés par des paramilitaires et nous sommes sous la coupe des paramilitaires et nous disons qu'en tant que civils, il n'est pas convenable parce que tous les corps civils qui cohabitent avec les corps paramilitaires ont des administrations bien distinctes et chacun cohabite, chacun fait ses missions dans son domaine de compétences. Si vous prenez toujours simplement, vous prenez le MINEFID, la douane est organisée parallèlement à ceux des impôts, à ceux du trésor. Chacun fait ses missions. C'est bien distinct, complémentaire. On atteint les missions et on atteint les objectifs pour le ministère. C'est simplement ce que nous voulons dire. Par exemple, est-ce qu'il y a des dépassements de mission? On vous amène sur des terrains qui ne sont pas les vôtres. C'est ce que je veux comprendre. Et puis, quels sont les impacts? Parce que depuis, quand on vous écoute, c'est vrai que vous posez un problème qui est un principe. Vous dites, vous êtes régi par une loi, c'est la loi numéro 081-2015 CNT. Je pense aussi les autorités sont allées vers une certaine dynamique. C'est au regard d'un contexte aussi. Donc il y a quelquefois aussi à apprécier le contexte nouveau dans lequel on est. Mais j'attends de vous ce que vous nous dites de façon palpable. Quand vous êtes avec ces paramilitaires, qu'est-ce qui pose concrètement problème? J'ai l'impression que là, vous ne faites pas le pas de vous dites seulement, on est des civils, on ne peut pas travailler avec eux, on est civils, on ne peut pas... Bon, non, ce n'est pas que ça. C'est vrai qu'on vous parle d'abord des grands principes, parce que l'administration a des règles et elle a des pratiques. C'est pourquoi on a pris des exemples pour vous montrer. Dans la pratique de l'administration, ça n'existe pas. Qu'un corps civil ait une hiérarchie paramilitaire et doit exercer ses missions civiles, qui sont essentiellement civiles, dans des administrations paramilitaires. Si la règle l'a instituée ici, c'est qu'elle sait que ce n'est pas approprié. C'est pourquoi les pratiques l'exigent. Maintenant, je viens pour dire, ce qui fait que les environnementalistes se trouvent dans les casernes paramilitaires et que ça pose problème, le jour où vous aurez une hiérarchie paramilitaire alors que vous êtes civil, vous comprendrez que ce n'est non seulement pas approprié en termes de gestion du personnel, en termes des risques auxquels vous êtes exposés, mais il y a d'autres questions plus sensibles que nous évitons d'évoquer parce que les frictions entre un personnel civil et une hiérarchie paramilitaire, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, si ces aspects, il y a un point aussi essentiel qu'il faut faire ressortir. Il n'y aura jamais une égalité de chance pour un civil dans des administrations paramilitaires avec un paramilitaire. Des chances, soyez plus concret. C'est la question des carrières, c'est la question des nominations, la question des postes. Soyez plus concret. Je viens. Je vous dis, si vous êtes dans une administration paramilitaire, dont il y a un commandement paramilitaire qui s'exerce, il y a une déontologie paramilitaire qui est appliquée, vous êtes destiné à être subordonné à perpétuité. C'est une sanction en réalité. Ok. Parce que vous ne pouvez pas vous trouver dans des administrations paramilitaires et vouloir servir votre pays comme il se doit en ayant une égalité de chances. Mais ce qui fait qu'on se retrouve dans les administrations paramilitaires, là je reviens là-dessus, c'est en fait parce que les attributions de notre corps ont été détournées pour être transférées à des administrations paramilitaires manifestement au niveau déconcentré, qui fait que des paramilitaires prennent un personnel civil destiné à exercer ses emplois civils dans des administrations civiles pour être systématiquement les subordonnés. Et ça, ce n'est pas approprié.
D'accord, on comprend de mieux en mieux. David Ngana, dites-nous, c'est pas un problème nouveau que vous posez. Si ma mémoire est bonne, en avril 2022, le 21 pour être plus précis, vous organisiez un sit-in. Exactement. Ce que vous dénonciez, c'était qu'on veuille fusionner avec les eaux et forêts. Et vous posiez aussi la question de la promotion au sein du corps. Donc ça veut dire que c'est pas nouveau. Donc, et si on veut faire une fusion, bon, ça veut dire que quelque part vous n'êtes pas si différents. Le problème n'est pas nouveau et le problème ne date pas de 2021, de 2022. Le problème date depuis la création de ce corps. Voilà, parce que depuis la création de ce corps en 2006, on avait du mal à se retrouver. Voilà, parce que bon, on ne cernait pas bien la chose. Avec le temps, les gens ont compris clairement les choses. On avait approché les autorités pour poser nos doléances, pour dire clairement, bon, en tant que personnel civil, il serait bien intéressant qu'il y ait une organisation bien spécifique qui nous permette d'exercer clairement en parallèle avec le corps des eaux et forêts et qui va permettre d'atteindre les résultats du ministère. Malheureusement, nos doléances sont restées lettres mortes. Donc, je peux dire même nous avons squatté les couloirs du ministère. Nous avons écrit à tout le monde, si on peut le dire, pour alerter. Nous pouvons faire sortir les preuves parce que les écrits restent, mais jusqu'à actuellement, rien. Voilà. Et ce que nous avait amené peut-être il y a 1 an de cela, à faire un sitting pour dénoncer cela, parce que on partait vers un point de non-retour en insinuant la fusion de ces deux corps. Et nous devons le dire, il n'appartient pas à un corps d'absorber un autre corps. Si l'État a jugé nécessaire de créer un corps civil pour gérer des aspects de l'environnement, c'est que ça existe, c'est que ça a bien son utilité. Ça a bien son utilité. Et ce corps, ce n'est pas forcément que ce soit dans le public, ce n'est pas forcément dans notre pays. Nous pouvons regarder dans les pays à côté où les deux organisations existent parallèlement. Que ce soit dans les pays voisins, vous allez voir que... Bon, je vais prendre un exemple tout simple en Côte d'Ivoire là-bas, il y a 2 ministères différents. Mais nous ne demandons pas 2 ministères différents. Nous demandons un ministère où il y a une organisation pour les environnementalistes qui sont civils et une organisation pour les forestiers qui sont paramilitaires, de telle sorte que chacun puisse exercer clairement. Et depuis le sitting passé, nous avons toujours continué la négociation. Aucun ministre ne pourra dire que les environnementalistes n'ont pas été ouverts à la négociation. Voilà, même la dernière fois, ce que nous sommes allés faire, c'est remettre une lettre de plaidoyer. D'accord, mais Lengane, dites-moi, qu'est-ce qui coince depuis? Puisque vous dites, vous reconnaissez que ce n'est pas un problème nouveau, peut-être que vous avez eu plusieurs interlocuteurs, mais on a l'impression que personne n'a avancé. Hein. En fait, c'est vous avez vraiment écouté. C'est un problème de fond. Ok. Le problème de fond, c'est que les paramilitaires, la hiérarchie paramilitaire, depuis la création de ce corps, ont pris toutes les dispositions pour ne pas que ce corps-là soit dans les administrations civiles. Parce qu'ils estiment que les attributions de ce corps sont des attributions qui les concernent. Les textes sont bien clairs. Les textes sont bien clairs à ce sujet. Donc il y a un projet qui a marché. L'actuel ministre ne l'ignore pas. Je vous dis que dans la semaine du 23 août 2021, ils se sont retrouvés à Kourgou pour discuter de la question. Mais avant ça même, j'en arrive, sous la transition de 2015, le ministère a mené une étude qui prenait en compte les aspects organisationnels. Et à ce niveau, il a été préconisé qu'il y ait des directions régionales de l'environnement et des directions régionales des eaux et forêts. Parce que l'autorité a compris, ce corps-là sera très utile au pays et dans le format où il est, d'être dans des administrations civiles. Mais les paramilitaires disent que ce corps est en quelque sorte les créations. Donc, ils ne peuvent pas laisser ce corps-là partir. Mais il faut qu'on soit sérieux. C'est une décision de l'autorité qui a créé ce corps. Et il ne faut pas mettre un projet en place pour aller à son extinction. Ce modèle d'organisation qui est là, c'est un projet de suppression qui ne dit pas son nom. Parce qu'un coquin, il est bien organisé. Vous pouvez le regarder même dans le ministère. Regardez le corps de l'eau. Il n'y a pas de débat. Les directions régionales, au niveau central, au niveau des structures attachées,
il n'y a pas d'administration paramilitaire là-bas. Il n'y a pas de responsable paramilitaire là-bas. Mais comme le projet est de supprimer ce corps, et le ministre, comme je le disais, a participé aux activités du 23, il est sorti de ces activités-là qu'il faut que les environnementalistes soient intégrés aux dispositions de les lois. Ils savent qu'il y a un problème au niveau des textes. Et ils sont disposés à ce que les lois soient révisées pour absorber de façon légale ce corps et disposer de ses attributions. Ils ont même ils sont allés jusqu'à dire que nous devons être appelés personnel civil des eaux et forêts. Mais les autorités actuelles ne savent pas cela. Ils ne font pas attention. Je vous dis depuis août. Voilà. Donc c'est ça qui est en train d'être mis en œuvre. Et quand on organise le ministère, on fait en sorte que les attributions de ce corps civil se retrouvent dans les administrations paramilitaires et ces civils deviennent systématiquement des subordonnés. Le corps a été, comment je vais dire ça, créé sous décision, mais pratiquement, quand on regarde les autres corps civils, ils n'existent pas. Mais est-ce que si la question de la promotion est réglée, ça peut participer au solutionnement? En fait, le problème n'est pas la promotion. C'est là où ils ont passé le message à certains ministres pour dire non, ils veulent des dominations, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est la nature de nos missions qui nous requiert des administrations civiles. Tout à l'heure, lorsque David Zungrana évoquait des exemples, je lui ai demandé lequel. J'ai fait exprès. Il a parlé de celui de la Côte d'Ivoire. On n'est pas dans le même contexte aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et quand on dit paramilitaire, on connaît notre contexte. Ça veut dire qu'on n'est pas. Enlever le para, c'est militaire. On est dans une réalité, c'est celle d'une guerre qu'on est en train de faire. Et on sait aujourd'hui que la question du terrorisme, là, c'est dans les forêts, c'est dans des habitats qui sont d'une accessibilité un peu difficile. Ce sont des espaces sur lesquels on se dit, à nous les profanes, sur lesquels vous avez beaucoup plus de regard quand on parle des eaux et forêts et tout. Et dans les explications, on parle d'une contribution plus accrue. Est-ce que ce n'est pas tout ça? Ce que je peux dire par rapport à la question sécuritaire, c'est une question sensible. Et je tiens à préciser, quand nous parlons de la hiérarchie paramilitaire, du cadre paramilitaire, c'est parce que en réalité, nous y sommes. Nous sommes dans le cadre paramilitaire. Et la hiérarchie paramilitaire, notre hiérarchie. Donc, ce n'est pas une façon de cibler les forestiers. Parce que nous avons des frères forestiers. Nos papas, nos mamans, nos oncles sont des forestiers. Donc, ce n'est pas une question du corps en réalité. C'est une question d'organisation et du type d'organisation. Organisation civile, il faut faire la part des choses. Quand on vient à la question sécuritaire, je vais juste, pour être succinct, dire l'environnementaliste au regard de ses missions n'a pas sa place là-bas. C'est celui qui s'occupe des éprouvettes et il a peur d'aller de l'autre côté ou bien non, c'est pas une question de peur. Dites-nous les choses. Non, c'est pas une question de peur. N'est pas d'aller. Voilà. C'est pas une question de peur. Ce n'est pas sa responsabilité. Ok. On le voit dans le fond alors. Voilà, ce n'est pas sa responsabilité. C'est pourquoi je vous dis, quand vous regardez les attributions, ce n'est pas sa responsabilité d'aller remplir des missions des paramilitaires. Non, sa responsabilité est bien déclinée dans ses attributions et il faut les permettre de les exécuter et servir le peuple de façon... Est-ce qu'il n'y a pas un élargissement de fonctions aussi qui est voulu? Pour mieux comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas, vous dites que ce n'est pas dans vos fonctions, est-ce qu'il n'y a pas un élargissement de fonctions qui est entrevu? Non, bon, pour moi, il n'y a pas un élargissement de fonctions parce que, au contraire, on n'existe pas, parce que quand on envoie vos attributions dans les administrations paramilitaires, on a donné vos attributions paramilitaires, c'est doucement fait, mais dans les faits c'est ça. Mais votre place, c'est que vous puissiez exercer tranquillement dans vos administrations civiles comme ici. D'accord, j'aurais une dernière question à vous deux, parce que lorsqu'on écoutait tout à l'heure le ministre Bassolma Bazier, on a cette impression-là qu'il y a... Il dit clairement que le traitement de ce dossier-là avait donc déjà été entamé à travers une étude organisationnelle au niveau du ministère de l'Environnement afin d'envisager la suite. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas patient? C'est très simple. On appelle ça des détours. Pour ne pas... C'est pas à Bassolma personnellement et au ministre Bassolma personnellement, mais ça a été fait pour qu'il perçoive les choses ainsi, par le ministère de l'Environnement. Je tiens à dire qu'au ministère de l'Environnement, au regard de nos problèmes, nous sommes représentés par les paramilitaires, c'est eux qui parlent à notre place, qui disent ce qu'il faut. Voilà. Donc, ils donnent notre perception de l'organisation. Je vous ai dit tout de suite ici, sous la transition de 2015,
il y a une étude qui a pris en compte les aspects organisationnels. Ça, c'est avant que la loi 063, la loi qui régisse les paramilitaires, et la loi qui régit les civils 081 ne soit adoptée. Mais déjà, l'autorité a eu la clairvoyance de séparer les entités civiles et paramilitaires. Ça, c'est d'abord un travail qui a déjà été fait. Où est passé ce travail? Parce que les transitions les posent problème. Non, je comprends pas. J'arrive, non, c'est un peu difficile. Quand on dit Bassolba Bazier, c'est... Bon, tout à l'heure, même vous avez oublié de dire monsieur le ministre, parce que c'est un ancien camarade. Oui. Donc vous vous appelez comme ça. Je vous ai rappelé, dites monsieur le ministre. Donc je veux dire, il est bien au courant de ces choses-là. Vous faites de lui le porteur en termes de plaidoyer et tout. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous n'avez pas confiance. Non, c'est pas qu'on n'a pas confiance au ministre Bassolma comme à la... Mais c'est pour simplement dire... Il faut qu'on perçoive le jeu que le ministère de l'Environnement est en train de jouer, qui est en fait sous l'emprise du cadre paramilitaire. C'est ça la vérité. L'étude a été menée en 2015. Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a rangé dans le tiroir. On dit qu'on va aller aux états généraux du ministère pour traiter de la question. Les états généraux ne l'ont pas réglé. Pourquoi? Parce que tant que les civils ne vont pas être dans les administrations paramilitaires, il n'y aura pas d'accord. On quitte là-bas, ils disent qu'ils vont aller faire des voyages d'études. Ils sont allés faire des voyages d'études. Où sont les résultats? On passe là, on dit, on va aller à Koudougou. Mais vous ne voyez pas qu'ils sont en train de faire tourner toute l'administration à rond, tout simplement parce qu'il faut mettre des civils dans des administrations civiles. Je reviens. Et les ministres sont dans le jeu, vous allez dire cela? Non, mais ils ne comprennent pas les enjeux? Non, ils comprennent les enjeux, mais il y a la sensibilité de la question. Parce que le cadre paramilitaire, il faut le dire, ils ont les moyens de pression. Oui, mais ce sera ma dernière question parce qu'on est pratiquement au terme de l'échange. Le JDS, il a donc plusieurs sujets à aborder. Moi, je vais permettre aussi à David Zungrana de réagir, qui est le secrétaire général adjoint du SINAE. Est-ce que vous ne vous trompez pas de dire que c'est une manœuvre seulement de paramilitaire, alors que ça peut être aussi ça peut s'imbriquer dans une structure plus forte qui est celle d'une vision État? C'est cette vision État que sous le MPSR 1, Madame le ministre avait vu, et comme proposition de solution, Madame le ministre avait proposé des directions bien spécifiques et déconcentrées jusqu'au niveau central pour les environnementalistes, et aussi des structures bien typiques aux paramilitaires des eaux et forêts. Et cette proposition a été rejetée catégoriquement par le cadre paramilitaire le 17 juin dans la salle de 2022, dans la salle de rencontre du ministère de l'Environnement. Comme il a dit, les pressions sont nombreuses. D'accord. Les pressions sont nombreuses et le problème n'est pas aussi facile que ça. On va observer la suite parce que vous êtes sorti mardi dernier, vous avez demandé au ministre de continuer le plaidoyer et on va observer ce qui va se passer. En tout cas, merci David Zungrana d'être passé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du SINAE. Merci à vous Lengani Kibza Paul d'être passé, secrétaire général du syndicat national des environnementalistes de l'État, SINAE. Et on va toujours observer cela. Merci. Eux sont sortis aussi. Cette semaine, c'était mardi, des membres de l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire, dont donc des assistants, des attachés et conseillers d'éducation, qui sont mobilisés au ministère en charge de l'éducation nationale à Ouagadougou pour revendiquer l'application du décret portant organisation de l'enseignement secondaire du 2 juillet 2008 et tous les avantages qui en découlent. Ils posent concrètement le problème de l'extension de l'indemnité de logement à tous les agents de la vie scolaire à compter de janvier 2018, des revendications qui continuent donc, avant d'échanger avec les premiers concernés, ce reportage pour mettre les pieds dans le plat. C'est un mouvement d'humeur calme et aucune marche de contestation. Assis ou debout, ces assistants, attachés et conseillers d'éducation devant le ministère en charge de l'éducation nationale, expriment leur mécontentement par rapport aux injustices subies selon eux par les agents de la vie scolaire. À travers cette manifestation, ces agents demandent au gouvernement l'application du décret 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire du 2 juillet 2008 et de tous les avantages qui en découlent. Ce décret prend en compte l'extension de l'indemnité spéciale de logement à tous les agents de la vie scolaire. Le personnel d'encadrement nous a refusé beaucoup de choses, par exemple l'octroi de l'indemnité de logement.
et la vie scolaire n'a pas été associée. Ils ont augmenté tous ceux qui sont en tout cas sur le terrain et laissé la vie scolaire. Pourtant nous sommes sur le terrain aussi. Donc nous réclamons vraiment qu'ils corrigent cette injustice vis-à-vis de la loi. Outre cela, ce mouvement se veut, selon les initiateurs, un rappel pour la satisfaction d'autres points de revendication. Les plus importants sont l'évacuation de toute la cohorte des assistants d'éducation dans un délai de 2 ans maximum, la formation continue au profit des AVS, le respect du ratio de 2 classes par assistant attaché d'éducation à travers la prise d'un arrêté ministériel définissant clairement les SOG, la participation de tous les AVS au secrétariat des examens scolaires, BPC, CAP, BP, BAC, y compris les agents dont les établissements abritent des centres secondaires. Ces agents revendiquent aussi la prise en charge de l'évacuation des élèves victimes de malaise pendant les cours. Dans les tests, on dit qu'un élève tombe, on doit assister, ou bien on va assister à l'évacuation. Voilà, mais assister à l'évacuation, c'est quoi? Nous devons être là. Il va falloir peut-être qu'une ambulance soit là, ou bien on va trouver quelque chose pour venir prendre l'élève et puis nous allons l'accompagner. Mais c'est le contraire. Nous sommes obligés de prendre nos engins, des collègues qui partent et puis tu pars seul. Voilà, les premiers soins. Voilà, il va falloir dégager quelque chose. Tu vas aller soigner un élève. Bon, les parents vont venir. Bon, souvent tu vas voir que c'est compliqué. L'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire a soumis leur plateforme revendicative au premier responsable du ministère de l'Éducation nationale. La remise se fait à huis clos. Ces agents souhaitent que les autorités portent une attention particulière à leurs revendications. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, une grève de 48 heures est annoncée sur l'étendue du territoire national, allant de lundi 3 avril au mardi 4 avril prochain. D'ici le 3, c'est la rentrée et nous pensons partir en mouvement d'humeur sur le terrain maintenant. Ici, on a visé les congés pour nous faire entendre, pour ne pas que ça empiète sur le travail pédagogique, sur le travail de l'école. Donc, mais bon, s'ils estiment que non, tout ce qu'on dit, ils n'ont pas un oreille attentif dans ça. Bon, on va essayer d'entamer d'autres méthodes, peut-être sur le terrain. Et en ce moment, ça peut jouer négativement sur le rendement des enfants. Selon le secrétaire général adjoint de l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire, les premiers responsables du MENA-PLN ont pris en compte leurs revendications et vont travailler dans ce sens. Retour sur ce plateau pour un deuxième entretien et je suis rejoint par David Nana. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Truc TV. Et le reportage qu'on vient donc de suivre et nous le promettions, on allait être donc, après avoir planté le décor, nous allions être avec les premiers concernés et nous sommes avec l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire. Nous sommes rejoints par Thomas Nayagé qui est le secrétaire général de l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire. Bonsoir. Bonsoir monsieur. C'est un plaisir de vous avoir ici. On est aussi avec Ardjima Diabouga qui est le secrétaire général adjoint de l'Union nationale donc, pour le rayonnement de la vie scolaire. Oui. On a vu tout à l'heure le reportage qui est passé, on a compris ce que vous voulez revendiquer, c'est l'application pure et simple d'un décret pris en 2008 et vous estimez que pour ce qui est de certains pans, ils n'ont pas été élargis à vous. Oui. Mais qu'est-ce qui a coincé? Pourquoi est-ce que vous êtes resté sur le bas-côté? C'est pour n'avoir pas vraiment revendiqué, n'avoir pas vraiment tenu, ou bien ce sont des promesses et vous avez été patient. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous remettez cela sur la table? Bon, merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez. Il faut dire que selon, comment on appelle ça, le décret 2008, voilà, 373, voilà, il est bien dit que nous sommes du personnel d'encadrement. Voilà, donc tout dernièrement avec l'enrôlement, voilà, lorsque nous avons été sur les lieux, c'est là où on nous a fait comprendre que nous sommes des personnels de bureau. Nous leur avons dit non, nous ne sommes pas des personnels de bureau, nous sommes des personnels d'encadrement. Voilà, je pense que les textes sont clairs. Bon, là, on nous fait savoir que non,
qu'il y a eu, comme on appelle ça, un décret de 2020, voilà, qui abroge donc celui de 2008. Bon, nous avons demandé de voir ce décret. Bon, on ne nous l'a jamais présenté, même quand on a été au ministère. Voilà, on ne nous a pas présenté ça. Donc, c'est dans ce contexte-là, nous disons vraiment, et comment on appelle ça, à nos autorités, voilà, de revoir, comment on appelle ça, cette situation-là. Parce que nous sommes du personnel d'encadrement. Nous encadrons les enfants, que ce soit, comme on appelle ça, dans la cour de l'école, et comme aussi ailleurs, par exemple, les sorties. D'accord. Donc c'est bien les assistants attachés, conseillers d'éducation. Oui. C'est bien cela. Mais ma question demeure toujours. On vous sort un texte de 2020, c'est ça? Oui. L'application, pour ce qui est des indemnités, ça doit commencer en 2018? Oui, 2018. Oui. Mais comment, pour ce qu'on devrait appliquer en 2018, vous informer qu'en 2020, les choses ont changé. Entre-temps, vous étiez attentiste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ça le problème. Parce que le corps des assistants attachés et conseillers a été créé en 2008. Okay. Le décret d'abord, c'était en 2006 et les premiers ont lancé le concours en 2008. Et là, le décret 2008 a précisé, ils ont rattaché les encadreurs, les agents de la vie scolaire comme des encadreurs pédagogiques. Et selon l'arrêté numéro 2008-373, à son article 10, les encadreurs pédagogiques, ce sont les inspecteurs de l'enseignement secondaire, les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire, les assistants, les attachés et les conseillers d'éducation et les conseillers d'orientation scolaire et universitaire. Donc l'arrêté est clair. Okay. Les personnels d'encadrement. Maintenant, et jusqu'en 2008, tout ce qu'on donnait, jusqu'en 2018, tout ce qu'on donnait à ces agents, nous aussi on en profitait. Parce que nous sommes des encadreurs. Okay. Maintenant, en 2018, avec le mouvement, il y a eu une nouvelle indemnité qu'ils ont octroyée, soi-disant indemnité spéciale de logement. Et comme ils l'ont octroyée, ils ont bien précisé que l'indemnité, c'est pour les enseignants en classe et les encadreurs. C'est là maintenant qu'à notre grande surprise, on ne nous a pas donné cette indemnité. Nous avons essayé d'approcher la hiérarchie pour comprendre et on nous dit que nous sommes des personnels du bureau. Nous ne sommes pas de l'encadrement. Or, le texte est bien clair. Nous avons essayé de montrer. Vous savez qu'en ce temps, vous connaissez que les politiciens, ce qu'ils veulent en tout cas, c'est le bras de fer. Ça veut dire c'est, en tout cas, chacun veut seulement qu'on dise que voilà, j'ai pu faire ça. Sinon, ça ne devrait pas passer. Mais nous avons tenté avec le gouvernement en ce temps en vain. D'accord. Voilà. David? D'accord, peut-être que pour mieux comprendre aussi, et peut-être pour ceux qui nous suivent aujourd'hui à l'état actuel, parce que visiblement le problème c'est au niveau de ceux qui sont encadreurs, ceux qui ne le sont pas. Exactement. Aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie de comprendre, dans un établissement quelconque, qui est agent de bureau et qui ne l'est pas. Ou bien il n'y a plus d'agents de bureau dans les établissements? Il y en a. Les agents de bureau, ce sont ceux qui sont nommés. Quand vous prenez par exemple le proviseur, il a été nommé proviseur par un décret, par un arrêté. Le conseiller d'éducation, il est nommé, il a son l'indemnité de responsabilité. Il y a une indemnité qu'on lui donne. L'intendant est nommé. Le reste, ils ne sont pas des personnels du bureau. Vous voyez? Vous estimez que le proviseur peut être considéré comme un personnel de bureau? Oui, parce qu'il a été nommé par le ministre. D'accord. Il a été nommé. Voilà. D'accord, mais ce que je veux comprendre, parce qu'il y a un point d'ancrage quand même, c'est 2020. Oui. Alors qu'on sait qu'il y avait le statut particulier du métier de l'éducation, oui, qui a mis en voie l'extinction d'un certain nombre d'emplois. Je pense qu'il y avait beaucoup qui étaient, comment dire cela, un peu ciblés, oui, assistants d'éducation et beaucoup d'autres. Est-ce que c'est pas ça qui a changé la donne? Non, ce n'est pas ça. Parce que le corps mis en voie d'extinction, c'est le corps des assistants d'éducation. Alors que l'indemnité spéciale qu'on n'a pas donnée, c'est tout le corps, y compris les assistants, les attachés et les conseillers d'éducation. Si c'était le cas, ça allait être les assistants d'éducation dont leur corps est mis en voie d'extinction. Mais ça ne devrait pas être tout le monde.
D'accord. Et vous écrivez, vous dites lors de votre sortie que vous avez écrit au ministre, vous avez expliqué au ministre avec des tests à l'appui. C'est vrai, il avait posé la question, mais depuis lors, quand vous avez écrit, qu'est-ce qui a été donné comme réponse par le ministère pour qu'aujourd'hui on en arrive à cette sortie-là? Il faut dire que, en tout cas, nous avons eu beaucoup de démarches auprès de notre ministère de tutelle. Voilà, donc, en tout cas, à l'époque, en tout cas, le ministre nous avait dit que, bon, en tout cas, pour ce qui le concerne, puisqu'il faut dire qu'à l'époque, il nous a dit que, bon, que les fiches ont été élaborées par le ministère des Finances et la fonction publique. Donc, il fallait que lui les écoute aussi, voilà, pour comprendre avant de nous revenir. Mais en tout cas, il nous avait rassuré en tout cas qu'il fallait, comment on appelle ça, réviser le statut particulier, que c'est ça qui bloque cette question-là. Bon, nous aussi on a attendu, bon, on pouvait pas, il y avait la base aussi qui est là, bon, qui mettait pression. Donc c'est ça qui a occasionné en tout cas notre présence au niveau du ministère la semaine passée, en tout cas pour encore de nouveau en tout cas les interpeller sur cette question, puisqu'il faut dire même que l'enrôlement se déroule jusqu'à actuellement et il y a des gens qu'on force toujours à cocher personnel de bureau. Par contre, ailleurs, on vous dit, bon, la cocher, c'est que vous voulez. Voilà, donc d'autres coches personnel d'encadrement, mais ailleurs, on les force à mettre personnel de bureau. Voilà. C'est vrai que vous évoquez les rencontres que vous avez avec l'autorité. Oui. Si ma mémoire est bonne, c'est en février dernier. Oui. Bon, c'était un vendredi, le 17. Vous avez pu rencontrer, pas le ministre, Solon Bazio lui-même, mais il était représenté par son chargé de mission. Oui. C'était M. Bertrand Kouda. Oui. Parce qu'on est juste quelques semaines après. Et là, c'est le mouvement comme on l'a, avec menace à la reprise d'une possibilité de grève. Oui. Qu'est-ce qui s'est dit en ce moment-là? Ou bien vous n'avez pas abordé cette question avec lui pour que, bon, quelques temps seulement juste après, vous rentrez dans cette dynamique? Oui, à l'époque, lorsque on a rencontré le chargé des missions du ministre, lui aussi, bon, à l'époque, il nous avait dit qu'ils allaient revoir, comment on appelle ça, l'effectif. Parce qu'il faut noter, c'est 50 attachés qu'on prend chaque année. Voilà, avant même c'était 40, les 50 là c'est l'année passée que ça a commencé, donc nous lui avons dit en tout cas il fallait revoir comment on appelle ça l'effectif, parce que lorsqu'on prend 40 comment on appelle ça attachés, pourtant nous sommes 1800 sur toute l'étendue du territoire, si on prend 40 chaque année, c'est-à-dire pour épuiser comment on appelle ça ce nombre là, ça va prendre vraiment beaucoup d'années, voire même 40 ans, donc c'est dit qu'il y a des assistants qui vont partir à la retraite sans jamais comment on appelle ça atteindre le seuil d'attachés, parce que le nombre était tellement minime, et ils nous avaient rassuré en tout cas qu'ils allaient revoir le nombre, puisqu'à l'époque on leur avait dit soit un reclassement pur et simple, ou bien de trouver un mécanisme qui va nous permettre dans 2 ans qu'on ne parle plus d'assistants d'éducation, et ils nous avaient rassuré qu'ils allaient revoir l'effectif à la hausse. Peut-être une petite question, parce qu'on a 2 pans, hein. On vous reçoit, on veut mieux comprendre aussi quelles sont vos revendications, c'est vrai, mais mieux comprendre aussi vos métiers, parce qu'on sait que vous êtes avec nos enfants. Donc on pourra bien comprendre, parce que vous avez fait ressortir un certain nombre de problèmes auxquels vous faites face. Mais avant de passer à la question de votre exercice même de métier et les réalités, ça fait quand même tilt à beaucoup de Burkinabés de voir un syndicat sortir et dire on menaçait de faire grève. Dans le contexte dans lequel nous sommes, vous ne vous êtes pas posé beaucoup de questions avant de sortir? Bon. Oui, nous sommes posés des questions. Bon, ce n'est pas aujourd'hui, parce que même lorsque nous entamons déjà les démarches, même auprès de notre ministère de tutelle, les gens nous disaient ça à l'époque. Mais j'ai dit aux gens, bon, le pays, vraiment, nous tous, nous voyons la situation. Voilà, mais bon, ce n'est pas pour autant aussi que le pays ne doit pas vivre. Voilà, donc ce que nous revendiquons, c'est quelque chose qui nous revient des droits. Donc, bon, le contexte, on le voit, mais bon, c'est des problèmes que nous vivons. Donc, c'était de notre devoir aussi d'exprimer ça. La grève, c'est comment on appelle ça, ce n'est pas pour de taper sur la table ou bien sortir, non, c'est juste une manière, voilà, de se réserver de certaines tâches. Voilà, sinon la situation sécuritaire, nous la voyons. Mais c'est comme il est toujours dit, c'est parce que le pays est chaud que les gens ne vont pas manger quand même. Alors ce que nous revendiquons, c'est quelque chose qui nous revient des droits. Et nous l'avons toujours fait dans les règles de l'art. Voilà. Bon, c'est parce que les gens vous diront actuellement c'est tout pour la guerre, hein. C'est parce que bon, on a des parties des territoires et puis des écoles qui sont ouvertes que bon, on essaie de les manquer. Ça c'est un argumentaire qui revient aussi très souvent. Oui, justement, c'est ce que les gens disent, mais c'est comme je l'ai dit, bon, chacun y va de ses
commentaire. Sinon, c'est comme on l'a si bien dit, nous voyons la situation du pays. Mais bon, je me dis aussi que bon, les hommes doivent vivre. Voilà, les hommes doivent vivre. Et ce que nous revendiquons, je pense que c'est quelque chose qui est, comment on appelle ça, qui est clair et loyal. Lorsqu'on a rencontré le ministre, il nous a dit clairement que lui-même, il ne comprend pas pourquoi on nous met dans personnel, comment on appelle ça, de bureau. Personnellement, lui ne comprend pas. À l'époque, il y avait le chargé des affaires juridiques qui était là, qui tentait de nous expliquer aussi avec ses textes. Mais en tout cas, le ministre avait rassuré que lui aussi, il ne comprenait pas. D'accord. Voilà. Ça nous permet de... Vous vouliez dire quelque chose avant de faire la brèche sur... Exactement. Pour ajouter, nous ne faisons que suivre le gouvernement. Le gouvernement a dit, le jour même où le président du FASO a appelé les responsables syndicaux pour donner son message, moi-même j'ai participé à cette rencontre. Mais après cela, le gouvernement a fait sortir un décret pour favoriser les instituteurs certifiés, plus de 5000 agents, alors que nous sommes 1800. Si vous dites de déposer, en tout cas, si vous appelez les syndicats, vous demandez balle à terre, les gens se sont calmés et vous profitez de là, vous aidez certaines personnes. Nous sommes au nombre de 1800. Nous demandons en tout cas un examen spécial ou l'augmentation de notre nombre. Et vous dites, et après cela, vous voyez certaines personnes, vous les arrangez, vous les favorisez. Vous voyez plus de 5000 et quelques. Il sait que le gouvernement, ça veut dire que ces personnes devraient faire la pratique, mais on les a exemptés de la pratique. Chose même que la loi 081 n'a pas autorisé, et ils ont pris un décret pour autoriser. Mais si on peut aider ces 5000, nous sommes au nombre de 1800. Aidez-nous aussi. Et en plus, oui. Est-ce que le calcul doit se faire ainsi? Parce que peut-être aussi pour évoluer et puis aussi faire de la pédagogie et puis comprendre. Parce que là, le véritable problème, c'est comment on définit celui qui est personnel d'encadrement et celui qui est agent de bureau. Là, vous parlez des IC. Oui. Ils sont 5000, c'est peut-être vrai, mais les prérogatives ne sont pas forcément les mêmes. Au quotidien, vous, quelle est votre activité dans un établissement au quotidien, chaque jour? Oui, notre activité, c'est d'abord encadrer les élèves dans la cour de l'établissement. C'est en classe pendant les heures d'études. C'est aussi les accompagner pendant les sorties diverses et aussi pendant pendant les évacuations sanitaires. Et nous avons aussi d'autres rôles administratifs. Et c'est sur ce qu'on nous confie ces tâches. Voilà. Par exemple, les remplissages des bulletins, les dossiers des examens, tout ça, ça fait partie de nos tâches. Mais ce sont des tâches administratives. Voilà, donc nous avons c'est un peu quelques rôles que je vous ai cités. Ce sont nos rôles comme ça, nos tâches. D'accord. Et depuis là vous êtes sorti, vous avez dit que vous irez en grève si rien n'est fait. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis votre dernière sortie? Oui, il y a eu une évolution. Parce que premièrement, nous avons été reçus par monsieur le ministre où, comme le collègue a dit, il a dit même que lui-même il ne comprend pas. Et il a même dit que non, nous-mêmes nous faisons pas plus de 60% de nos tâches dans les classes. Et pourquoi on va considérer que nous sommes dans le bureau? Lui-même, ça lui met mal à l'aise. Notre deuxième jour où nous sommes allés manifester au ministère, là, il nous a informé aussi que les dossiers, par exemple l'indemnité spéciale de logement, a été transmis au niveau de la MINFID pour nous donner l'indemnité spéciale de logement, nous et les proviseurs, parce que les proviseurs aussi ne bénéficient pas. Texte proprement dit, il n'y a pas un décret qui leur permet de bénéficier de l'indemnité spéciale de logement. Quand ça a été introduit, nous avons dit que non, c'est bien, mais il faut accompagner l'administration, il faut les accompagner pour que ça soit vite. Parce que ce n'est plus maintenant de leur faute, mais au niveau du MINFID, c'est sûr que ça peut même être rejeté. Ça peut être rejeté et nous ne sommes pas d'accord. Il faut continuer, il faut montrer que nous sommes au sérieux. Voilà pourquoi nous avons continué notre grève. Et demain, nous irons au ministère de la fonction publique. Après les 2 jours, s'il n'y a rien, on va encore continuer, on va encore lancer. Et après ça, nous avons été clairs avec monsieur le ministre. Tant que nous n'avons pas l'indemnité spéciale de logement, nous allons rester dans nos bureaux.
Vous avez dit que nous sommes les personnels de bureau. Vous l'avez dit, c'est plus au niveau du ministère, le dossier a été transmis, donc a priori, il n'y a plus de problème. Mais il faut qu'ils appuient. Ils vont appuyer. Mais il a évoqué une situation aussi qui fait que la diligence ne peut pas être au niveau du traitement des dossiers aussi. La situation, c'est un fait aussi. Oui, exactement. Mais après notre grève de mai, après de 48 heures, nous allons essayer de les rencontrer, voir là où se trouve la situation. Si ça va, il n'y a pas de problème. Si il n'y a pas de suite, nous allons continuer. Pourquoi ne pas voir où se trouve le dossier, ou comment il évolue, avant de faire la grève? Nous ne pouvons pas aller là-bas au niveau du MINFIT. On ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas forcer le ministre aussi à aller chercher là où se trouve le dossier. Ce que nous pouvons faire, c'est faire notre grève. Si ça impacte, c'est le ministre même qui va en tout cas chercher à poursuivre le dossier pour que, en tout cas, les choses reviennent à la norme. Mais je pense que lors de la petite manifestation qu'on a eue là, il y a des petits éléments aussi que vous avez ressortis dans même l'exercice de votre travail sur la question des évacuations et tout. Vous dites souvent ce n'est pas simple. Oui. À ce niveau, il faut dire que parce qu'il y a beaucoup d'établissements au Burkina Faso ici qui n'ont pas d'ambulance. Alors lorsque les élèves tombent pendant des trucs... Il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas d'ambulance. Moi je suis surpris, je me demande quels sont les établissements qui ont des ambulances. Bon, puisque par exemple quand on prend le lycée comme le Marianne Gouabi, bon c'est qu'à l'heure actuelle, comment on appelle ça, le véhicule, il y avait un véhicule qui était là pour ces trucs là. Donc à l'heure actuelle, je pense pas que son état n'est pas ça. Donc par exemple quand il est... Même pas pour une... Voilà justement, donc dire même qu'il n'y en a pas. Donc par exemple lors des crises comme ça des élèves, c'est comment on appelle ça, l'agent voilà qui va s'occuper de cet enfant là, qui l'amène à l'hôpital par exemple, souvent les premiers soins c'est lui qui comment on appelle ça, parce que c'est vos prérogatives. Oui, mais c'est pas nous qui devrons soigner justement. Non, de travailler à évacuer, c'est ça, non? Justement. Coordonner en fait l'évacuation. Merci. Mais lorsque nous arrivons normalement quand l'enfant tombe, on appelle le parent, on l'indique où on amène l'enfant. Voilà, donc maintenant c'est à lui maintenant de se préparer maintenant pour venir. Malheureusement, lorsque nous arrivons avec l'enfant, bon, les premiers soins souvent c'est vous qui prennent ça en compte. Mais quand le parent vient par exemple, il y en a qui ne cherchent plus à régler cette somme-là. Lorsque vous repartez dans vos établissements, on dit que non, qu'il n'y a pas un budget pour ça. Voilà, l'établissement ne s'occupe pas de ça. Vous faites comment? Il y a des parents même qui vous disent clairement que leurs enfants ne se sont pas à l'hôpital. Qui vous a dit de l'envoyer là-bas? Mais on ne peut pas assister à un enfant qui est malade comme ça. Bon, la première des choses, c'est l'envoyer dans un centre de santé. Le parent vous dit ça clairement. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors nous avons demandé aussi à ce côté-là. En tout cas, il faut que, on voit encore ce côté-là. Parce que beaucoup d'agents, en tout cas, souffrent à ce niveau-là. Par exemple, dans les zones un peu reculées, il y a des centres de santé qui se retrouvent à 5 km. Voilà, l'argent de carburant, c'est les agents eux-mêmes qui s'en occupent. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas une organisation au niveau de l'économe, je veux dire de la comptabilité de l'établissement? Il faudrait peut-être s'organiser. On voit aussi certains nombres d'élans de solidarité qui sont des cotisations pour ces cas de figure-là, en attendant que peut-être des mesures au niveau institutionnel arrivent. Oui, le problème qui est là, quand tu leur demandes, ils disent que ce n'est pas budgétisé. Et tant que ce n'est pas budgétisé, par exemple ceux qui contrôlent, quand ils arrivent, ils ne cherchent pas à savoir c'est ce qui est budgétisé qu'ils veulent. Ils veulent voir les papiers. Quand on te dit que ce n'est pas budgétisé, par exemple, tu dis d'enlever au moins 5 000 francs ou combien de francs pour qu'on puisse payer les médicaments, les ordonnances d'un enfant, ils vont enlever ça où? Il y a des établissements, ce sont les proviseurs même qui se débrouillent. Parce qu'il n'y a pas de test. C'est eux-mêmes qui se débrouillent. Moi, par exemple, dans le lycée où je suis, le jour où je pars au dispensaire avec l'enfant, avec mon propre carburant, c'est que le proviseur n'est pas à côté. Sûrement qu'il est en mission. Sinon, s'il est là, il contribue, mais ça sort dans sa poche. Et s'il n'est pas là, c'est moi. Tu envoies l'enfant, c'est toi qui vas d'abord trouver le carburant, c'est toi qui vas payer les ordonnances. Et le papa même, tu vas l'appeler, dire il arrive, il vient pas. Après, quand il vient, il prend l'ordonnance, il tourne, il n'y a rien. Vous voyez? C'est ça que nous avons demandé. Bon, même si c'est à l'interne, c'est la hiérarchie de trouver une solution. Le ministre peut en tout cas ordonner. Voilà. J'instruis en tout cas aux internats ou bien au comité de gestion de trouver telle somme.
pour les agents de la vie scolaire en ce qui concerne cette activité. Mais est-ce que dans la vie qui régule les établissements au Burkina Faso, établissements publics, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est-ce qu'il n'y a pas de dispositions pour les prises en charge? Je veux dire, les histoires d'infirmerie, tout et tout, est-ce que les lois ne prévoient pas ça? Il n'y en a pas absolument rien. Il n'y en a pas. Même chez nous, pour dévier, ils ont dit suivre l'évacuation de l'élève tombé malade. Suivre. C'est pas toi qui évacue. Tout en sachant que quand l'élève tombe, si c'est en classe, souvent le professeur sort, les enfants fuient, c'est toi qui vas te débrouiller avec l'enfant. Et quand tu pars au dispensaire même, le médecin, l'infirmier va d'abord mettre ses gants, se protéger, pendant que toi tu as trimballé l'enfant pour aller. Et si la maladie est contagieuse, vous voyez, il n'y a absolument rien du tout. Rien n'est prévu à ce niveau. Bon, on est dans le cœur de votre métier parce qu'en même temps, on veut aussi beaucoup de pédagogie, comprendre quels sont les enjeux vous concernant. Bon, comme on est en train d'aller allègrement vers la fin, moi, il y a des questions qui me taraudent parce que nous, en tant que reporters, on a fait beaucoup de petits reportages sur des petits éléments qui inquiètent aujourd'hui nos petits frères dans les écoles et autres. On nous parle de beaucoup de drogue maintenant dans les établissements. On parle de consommation de stupéfiants, des alcools frélatés là. Il y en a même dont on dit qu'ils viennent avec des armes blanches. Il y en a qui prennent le petit pistolet du papa, qui viennent. C'est des éléments auxquels c'est votre quotidien, c'est des éléments tangibles, mais quelquefois on exagère. Bon, à ce niveau également, bon, souvent j'aime taquiner les collègues, j'ai dit, bon, il faut que l'État change, en tout cas, à former les agents, en tout cas, ne serait-ce qu'un temps soit peu contre ces gens-là. C'est très déplorable parce que souvent même on se retrouve avec des élèves de 6e, voilà, des élèves de 6e avec ces trucs-là. C'est très très déplorable. Mais le vrai problème aussi qui est là, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Quand je dis il n'y a pas d'accompagnement, je veux parler du côté des parents. Voilà, du côté des parents, par exemple, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Voilà, et il y a souvent des situations, par exemple, lorsque vous prenez même l'enfant, bon, tant que vous ne le prenez pas, comme on appelle ça, avec la main dans le sac, justement, même quand le parent vient, il a tendance à défendre l'enfant. Je me rappelle en 2021, en ce moment, je gérais des élèves de 3e. Voilà, il y a eu un cas pareil. Bon, j'ai appelé le papa. Bon, quand le papa est venu, bon, il n'a pas voulu comprendre. J'ai dit, en tout cas, moi, je n'ai pas pris votre enfant, en tout cas, en train de fumer. Mais quand il part dans la forêt, et puisqu'il y a les, comment on appelle ça, les dames qui gèrent les kiosques, voilà, qui les surprennent. Bon, à l'époque, il n'a pas voulu reconnaître. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'était pendant les vacances, j'étais au village, il m'a appelé, il me demande que je sais ce que j'ai trouvé dans le sac de son enfant. J'ai dit non, que lui, il a trouvé de la drogue. Donc vraiment, lui voulait me présenter ses excuses parce qu'à l'époque, vraiment, il n'a pas voulu accepter, mais il demande que ça reste entre nous. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est que nous, en tout cas, nous n'avons rien contre vos enfants. D'ailleurs, c'est vous qui devrez vraiment nous aider, voilà, à suivre, comment on appelle ça, leur éducation. Parce que beaucoup de parents pensent que c'est l'école qui doit tout faire à leur place. Voilà, je dis ça à tout moment. Quand un élève sort de la maison, à 12 heures par exemple, il n'est pas là. Le parent, il ne s'inquiète pas sans lui dire rien. Je dis, ce n'est pas normal. Il est là, d'autres mêmes parents, ils n'ont pas cours le soir, mais ils restent à l'école. Qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment, c'est très très regrettable, mais je pense que le côté des parents doit vraiment beaucoup s'appuyer. Même tout dernièrement, c'était, comment on appelle ça, les journées culturelles au lycée. Bon, c'était déplorable parce que c'était l'enrôlement. J'étais là-bas et puis on m'a appelé. Ce qu'on a trouvé dans leur sac, c'est pas du tout bien. Vous voyez? Ils ferment les classes entre eux, les filles. Bon, c'est très très déplorable. Vraiment, l'État, je pense que l'État doit avoir un œil regardant sur cette question-là. Et à l'État, et on parle de vous aussi qui êtes encadreur parce que vous le revendiquez. Oui. Entre autres, il y a aussi certaines agressions de certains encadreurs, on l'a vu tout récemment. Oui. Il y a aussi les situations, les mouvements d'humeur, les grèves. Comment vous, dans votre corps de métier, vous gérez cela et quelles sont les consignes peut-être potentiellement pour ceux qui ne sont pas du domaine et quelles sont les dispositions à prendre? Bon, en ce qui concerne par exemple les questions de grève, bon, puisque en début d'année, lorsque le bureau est installé, voilà, on a, comment on appelle ça, au moins une journée, voilà, que nous, c'est, comment on appelle ça, on prend toute une journée, voilà, pour échanger avec le comité qui est là. Il faut dire aussi avec la question de, comment on appelle ça, l'assassinat de Norbert Zongo, voilà, parce que c'est en cette période-là vraiment qu'il y a trop de troubles. Bon, nous essayons en tout cas de les expliquer, voilà, parce que beaucoup là profitent de ça. Bon,
et pour s'aimer vraiment du désordre. Et encore, ce qui est regrettable aussi, c'est que pendant ces mouvements encore, il y a des bandits, par exemple, qui comment on appelle ça, qui s'infiltrent parmi les enfants et qui font souvent des dégâts. Donc quand la police arrive, souvent, bon, on prend tout le monde. Au moins qu'on va se rendre compte que vous êtes élève, bon, en tout cas, vous avez déjà eu votre part. Donc nous, en tout cas, nous les conseillons en tant qu'éducateurs, voilà, nous les conseillons, nous les sensibilisons. Mais le sérieux problème qui est là, c'est que c'est l'accompagnement dont nous parlons toujours. Voilà, parce que seul de notre côté aussi, on ne peut pas tout faire. Voilà. Vous vouliez réagir? Oui. Voilà, je voudrais aussi ajouter, il y a aussi les tests. Les gens n'appliquent pas les tests. Je prends un exemple. Le règlement intérieur dit à son article 33 que la détention, l'usage, la consommation et la vente de l'alcool, de drogue, de tabac et autres stupéfiants sont interdits et tout contrevenant est passible d'exclusion définitive. Vous allez voir, dans les kermesses et autres, les élèves, ils vendent de l'alcool, ils font tout et il n'y a rien. C'est quand ils vont faire quelque chose maintenant de grave qu'on va commencer à parler. Moi, je prends l'exemple toujours de ce mois. Dans mon lycée où je suis, l'an passé, j'ai accompagné les élèves pour aller à Bazoulé, où les tests sont clairs. L'arrêté dit que lorsque les élèves sont en mission, le règlement intérieur continue d'appliquer. J'ai accompagné les élèves. Arrivé là-bas, il y a un qui a refusé, qui a pris de l'alcool pour boire. Je l'ai interpellé, il a refusé. Quand je suis arrivé directement, j'ai fait le compte rendu à mon proviseur. Rapidement, on l'a traduit en conseil de discipline. Cette année, j'ai accompagné les élèves encore à Ziniaré et à Lango. Plus de 90 élèves. Il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui a osé faire quelque chose. Après même, j'ai fait des enquêtes parmi eux pour voir. Il n'y a pas eu quelque chose. Mais les parents, est-ce que souvent quand ça arrive, les parents, je veux dire d'une certaine façon, ils comprennent. Et puis, ils sont aussi acteurs de la décision. Parce que quand l'enfant est défendu par son parent, comme il disait tout à l'heure, ça devient difficile. Oui, il y a d'autres parents, même quand ils s'expliquent là, c'est grave. Ils vont même vous demander de conseiller l'enfant parce que toi-même, tu es plus proche de l'enfant par rapport à lui. Il va te dire que lui, il quitte à la maison, il sort à 3h du matin où l'enfant dort, il revient à 23h où l'enfant dort toujours. Donc, il peut faire 3 à 4 jours même sans voir l'enfant à l'œil nu. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, c'est grave. Tout ce que vous allez encadrer, donner l'enfant comme éducation à l'école, à la maison, il va faire ce qu'il veut. Et ça devient encore compliqué. Est-ce qu'on vous donne le pouvoir? Parce que là, vous prenez un bel exemple avec le proviseur qui choisit d'aller en conseil de discipline. Oui. Je veux dire, vous, en plus de la carotte, est-ce que vous avez des pouvoirs, des sanctions sur des élèves? Non, pas trop. C'est ça aussi le problème. En dehors du proviseur, le proviseur, en tout cas, tu peux décider de la sanction. En dehors de ça, c'est le conseil de discipline. Voilà, nous n'avons pas de pouvoir comme cela directement pour aller. Les tests n'ont pas en tout cas précisé. C'est ça aussi le problème. Il faut forcément voir le proviseur. Et j'ajoute encore, chez nous, l'an passé, il y a eu en tout cas leur kermesse. Les élèves ont organisé leur kermesse. On a dit qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Ils ont accepté, mais ils ont invité les élèves d'autres établissements qui sont venus encore faire la même chose. Avec des motards et autres. Cette année, mon proviseur a refusé. Il n'y a pas kermesse cette année, il n'y a pas. Il n'y a pas kermesse. Et c'est ce qui est là. Donc, les établissements n'appliquent pas les tests. Les tests sont clairs. Appliquez-les. C'est quand ça chauffe maintenant qu'on va commencer à parler. Non, ça existait avant. C'est parce qu'on n'a pas découvert. Maintenant que ça chauffait, on va maintenant dire que voilà. C'est pas comme ça. Bon, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est en train de glisser même vers une émission dans l'émission. J'espère qu'on pourra vous avoir et puis pouvoir aborder ces points-là. Parce que les parents qui nous écoutent et qui sont en train de regarder cette émission, je pense qu'ils sont très interpellés. Notamment par le contenu de votre travail, les enjeux qu'il y a derrière. Et on comprend aussi peut-être les revendications qui peuvent être les vôtres. Mais on vous a peur. Parce que vous dites que vous allez faire grève. On espère qu'on ne va pas arriver à ça. Je ne sais pas si la grève c'est déjà demain. C'est demain. Ah oui, c'est demain. Au ministère de la fonction publique, nous allons aller là-bas. Et après, nous allons en tout cas continuer avec les piquets de grève. D'accord. On n'a pas le choix. Merci bien à vous, Thomas Nayagwe, d'être passé. Vous êtes le secrétaire général de l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire. Merci aussi à votre secrétaire général adjoint d'être passé, Arjima Diabouga. Merci d'être passé. Merci David Nana d'être resté avec nous. Merci aux téléspectateurs du Truc TV. Voilà, mais je promets qu'on va revenir dans le détail sur ce point qui est très intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Ceci dit, on va poursuivre le JDS, toujours dans la partie société, et l'on note l'utilisation
l'utilisation accrue des réseaux sociaux. Le problème, ce sont certaines dérives avec des appels au meurtre ou à la stigmatisation. Comment réguler justement cette communauté virtuelle qui tout de même trouble l'attitude et menace le vivre ensemble dans le concret? Les réponses avec le docteur Cyriac Paré, qui est le fondateur de l'Institut supérieur de communication et de multimédia. Il a été interrogé par Alexis Belemnaba qui nous propose ce reportage. Les réseaux sociaux ont démocratisé la parole dans l'espace public ainsi que le savoir et la connaissance. C'est l'avis du Dr Cyriac Paré, le fondateur de l'ISCOM, Institut supérieur de la communication et du multimédia. Malheureusement, les internautes font des publications qui aboutissent à des dérives, comme l'appel à la stigmatisation des communautés ou au meurtre dans ce contexte de crise sécuritaire difficile que vit le Burkina Faso. Comment réguler ce secteur de la communication virtuelle dans une crise multidimensionnelle? Pour le docteur Cyriac Paré, des textes juridiques existent et permettent d'encadrer ce milieu virtuel. Dès 2018, on a enregistré de profonds changements dans le code pénal qui permettent de punir, de poursuivre, de punir les dérives sur les réseaux sociaux. Donc, le cadre juridique, les instruments juridiques que nous avons au Burkina Faso aujourd'hui permettent de punir les dérives. Du reste, vous avez suivi, il n'y a pas très longtemps, plusieurs, leaders de mouvements d'OSC qui ont été arrêtés, jugés. Au-delà des textes juridiques, Dr Cyriac Paré estime que l'autorégulation devrait avoir une bonne place dans les comportements des internautes. Elle devrait permettre à l'internaute de prendre conscience de l'importance de ce qu'il dit dans cette communauté virtuelle. Les plateformes numériques et Internet de façon générale ne sont pas une zone de non-droit. Dès sa création, il y a ce qu'on appelle la netiquette, c'est-à-dire les règles de comportement sur Internet qui contiennent un certain nombre de consignes sur comment se comporter, comment savoir vivre, les règles de savoir vivre sur Internet, que beaucoup de gens ne connaissent pas et ne pratiquent pas. Au-delà même de ces règles, il y a le savoir vivre de façon générale. L'autre volet de cette régulation est celle de la régulation collective. Autant que les populations sont utilisatrices de ces plateformes, autant elles doivent être des instruments de régulation de ce que les autres disent, sans en arriver dans le cadre juridique, martèle Dr Cyriac Paré. Quand vous entendez partager, ça veut dire qu'on attend de l'interaction, de la réaction des autres citoyens qui vont réagir par rapport à ce qu'on a publié. Et dans la logique des réseaux sociaux, la réaction, l'interaction, c'est-à-dire la réaction des citoyens par rapport à ce que vous publiez, est déjà un palier de régulation de ce qu'on dit. Si les citoyens réagissent négativement à ce que vous dites, ça va vous faire réfléchir. Dr Cyriac Paré appelle la population à plus de responsabilités sur les réseaux sociaux et à privilégier l'intérêt général afin d'éviter toute dérive. Des études avaient établi que dans un groupe, par exemple, il y avait 10% de gens qui parlaient effectivement contre 90% de leur cœur, c'est-à-dire des gens qui se contentent d'écouter, de lire ce que les autres disent sans réagir. C'est pour dire que ceux qui parlent dans l'espace public aujourd'hui, notamment l'espace public numérique, ne constituent pas la majorité. C'est une infime minorité par rapport à la grande masse de ceux qui se taisent, qui consomment, qui subissent pratiquement ce qu'ils disent. Si cette grande masse-là réagit, manifeste, son approbation ou sa désapprobation par rapport à ce qu'il fait, à ce qui est dit, à ce qui est fait, ça sera déjà l'instrument le plus efficace de régulation des réseaux sociaux. Chaque acteur joue son rôle autant qu'il le peut dans cette société, selon le spécialiste de la communication virtuelle. Des appels au meurtre et la stigmatisation existent certes, mais Dr Cyriac Paré appelle par ailleurs à la modération, à la tempérance et à une meilleure compréhension de la société qui lutte pour une meilleure harmonie dans le vivre ensemble et de la cohésion sociale. À présent, le sport comme dernière ligne droite de ce JDS.
Et comme il est de coutume dans cette partie sport, je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, tout cas très ravi d'être là. Plaisir partagé de vous recevoir. On va partir d'abord à la journée d'hier avec un certain AS Onabel AS Douane. Cela s'est terminé par le score de 2-0. Qui a gagné? Regardez. L'AS Douane tout droit vers son premier titre de champion de Ligue 1. Après la victoire de Salitas un jour plus tôt, les Gabelous n'ont pas manqué le rendez-vous face aux électriciens. Dans cette rencontre de la 25e journée disputée ce 1er avril, les douaniers ne mettent que quelques petites minutes pour afficher leurs ambitions. À peine 6 minutes de jeu que Michael Ibé résiste aux défenseurs pour tromper Mohamed Ouedraogo, le dernier rempart des électriciens. Un but à 0 en faveur de l'AS Douane qui reprend 6 points d'avance sur Salitas. Cueillis à froid par cette ouverture du score, les électriciens tentent de recoller mais leur tentative manque cruellement de coordination, si bien qu'ils n'inquiètent guère Mohamed Azéké Traoré, le portier de l'AS Douane. Maître des débats, les Gabelous se créent les meilleures opportunités et parviennent à doubler la mise à la 46e par Michel Batiebo, bien servi, il faut le dire, par Claver Tendrebego. Deux buts à 0 en faveur de l'AS Douane au moment de regagner la pause. À la reprise, les hommes de Kamou Malo gèrent leur avantage, ne laissant que peu de possibilités à leurs adversaires. Au terme de la partie, Adama Baliman, le coach des électriciens, ne peut que regretter cette mauvaise opération réalisée par ses hommes. Bien sûr, si on perd les 3 points aujourd'hui, ce n'est pas intéressant pour nous. Mais je crois qu'on a toujours notre carte à jouer. Donc on continue le travail pour accueillir le match qui va arriver. Plus que jamais solidement installé en tête du classement, Kamou Malo savoure la victoire non sans se projeter sur le choc de la 27e journée qui l'opposera à Salitas. Un match qui pourrait s'avérer comme le tournant de la saison. Moi, à dire franchement, je ne me focalise pas sur Salitas. Salitas, c'est un adversaire comme tout le monde. Et je pense que cette équipe qu'on a eue ce soir, n'est pas une petite équipe. Donc, si on peut arriver à atteindre ce match-là, effectivement, dans les meilleures dispositions mentales, suite à des victoires, c'est la meilleure manière de préparer, comme tu l'as dit. Voilà, et l'appétit vient en mangeant. Si d'aventure, ce match, c'est un match où l'adversaire devrait faire le jeu. Voilà, parce que ce n'est pas à nous de jouer, c'est à elle de gagner. Et nous, la parité au score serait un bon point pour nous. Pour l'AS Onabel, c'est une défaite qui arrive au mauvais moment. Elle l'expose à la menace des équipes du bas du tableau. C'est donc dit que les électriciens se doivent de vite retrouver le chemin de la victoire afin de sauver une saison mal embarquée. La tâche s'annonce par contre plus aisée pour les Gabelous qui se doivent de remporter les 3 prochaines rencontres afin d'être sacrés champions. Victoire donc des Gabelous hier et puis aujourd'hui c'était Asfa Efo, 0 but partout. Claude Romba. Oui, il faut Asfa peut dire que la montagne ou du moins voilà, la rencontre a accouché d'une souris parce que évidemment on avait donc très vite vendu ce match-là et que en tout cas au niveau de la Ligue de football professionnel de la Fédération burkinabé de football, on a mis les petits plats dans les grands pour évidemment rendre ce derby-là en tout cas comme une grande affiche avec tout ce qu'il va comme communication qui donc a eu lieu autour de ce match-là, le folklore, tout y était. Malheureusement, le spectacle qui a été servi n'était pas au rendez-vous donc de ce derby. On peut le comprendre aussi parce que ces deux équipes-là sont dans une situation très terrible et elles jouent plutôt leur survie en Ligue 1. C'est la première fois que cela arrive, donc on a compris que la tension était palpable. C'est vrai qu'il y a eu quelques belles actions. On a suivi l'étoile filante de l'Asfa Yenenga. Il y a eu un poteau de part et d'autre. Chacun des deux équipes a déjà touché du bois. Et donc, mais au-delà de tout, il faut dire que la prestation d'ensemble n'a pas été une prestation satisfaisante. C'est vrai qu'en deuxième période, on a vu une très belle équipe de l'Asfa Yenenga qui a mis le pied sur le ballon, qui a joué, mais qui a failli se faire surprendre sur cette action-là. Vous avez vu, ça allait être le hold-up parfait à la dernière. Mais j'ai dit que le suspense est resté jusqu'au bout, comme pour les derbies. Malheureusement, 0-0, ça n'arrange aucune des deux équipes, il faut le dire, parce que évidemment, chacun reste scotché à sa place et donc c'est vraiment très très dommage avec une situation terrible pour l'équipe donc de l'étoile filante de Ouagadougou qui a 5 journées de la fin. Quand on regarde le calendrier de l'étoile filante de Ouagadougou, on n'a plus que jamais peur
Parce que l'Étoile filante, à la 26e journée, doit croiser l'AS Douane. 27e journée, se déplacer du côté de Bobo pour rencontrer Raïmo. 28e journée, jouer contre le RCB. 29e journée, jouer contre l'AS Sonabel également aussi, qui joue pour sa survie. Et la 30e journée, jouer contre son adversaire direct donc dans la lutte pour le maintien, ou en tout cas la lutte pour ne pas descendre. Eh bien, ça sera le Real du Faso. On peut dire que c'est terrible pour l'Étoile filante de Ouagadougou, qui doit faire donc un parcours démentiel. Hein. Le parcours du vrai combattant commence pour l'Étoile filante de Ouagadougou, donc pour rester dans l'élite. Et je pense que c'est possible. Rien n'est impossible actuellement pour le moment, mais ça va être difficile. Mais à l'impossible, on peut dire l'Étoile filante de Ouagadougou, on sait, c'est quand même toute une histoire. Donc je pense que il doit mettre les petits plats dans les grands. Tout le monde doit se réunir autour donc de l'Étoile filante de Ouagadougou pour sauver le péril et véritablement se maintenir dans l'élite. Je pense que ça doit être de leitmotiv. Tout le monde derrière l'Étoile filante de Ouagadougou. Je vais parler de la famille bleu et blanc, mais il faut reconnaître que c'est terrible ce calendrier. Jouer contre le leader, l'AS Douane, qui n'est pas encore champion, et donc l'AS Douane n'a pas le droit à l'erreur parce que sans le souffle de Salitas, après jouer contre l'équipe de Raïmo du côté de Bobo Dioulasso, Raïmo qui va accrocher au moins le podium. Donc vous voyez que c'est difficile. Le RCB également aussi qui lutte pour le podium, et donc c'est vraiment difficile pour l'Étoile filante de Ouagadougou. Je vais rapidement donner les résultats donc de cette 25e levée du Faso Foot. Le Real du Faso a plié les Chines face à Salitas, 2-1. Majestic a été tenu en échec par la SCB, 1 but partout sur ses installations. Le RCB a plié les Chines également face à Vitesse FC, 2-1. L'USFA a pris le meilleur sur le RCK, 1-0. La SEC de Koudougou et l'AS Police se neutralisent, 1 but partout. On a vu l'AS Sonabel qui a perdu face à l'AS Douane, 2-0. Le Raïmo FC a pris le meilleur sur Royal, 2-0. Alpha FO, 0-0. Douane qui est en tête avec 55 points, suivi de Salitas 49 points, 3e Vitesse 43 points, 4e Raïmo 41 points, 5e le RCB donc qui perd une place et se retrouve à 39 points à la 5e position. Donc l'Étoile filante de Ouagadougou reste dans la zone rouge avec 23 points, et on peut dire que c'est terminé définitivement et officiellement pour l'AS Police, qui ne peut plus donc rester dans l'élite et qui définitivement donc est relégué en 2e division pour cette équipe des policiers. Il leur reste la Coupe du Faso, et je pense qu'ils mettront tout pour cette Coupe du Faso. Voilà un peu ce qu'on peut dire de ce Faso Foot là. D'accord. On a juste un peu de temps, peut-être 3 minutes maxi, pour parler de notre qualification, avec beaucoup de polémiques. Mais on retient la qualification, c'est déjà ça. Tout à fait, on retient la qualification. La avec les étalons. On retient la qualification, mais Velu de plus que jamais sur la sellette est très critiqué, parce que par la prestation des étalons, surtout sur cette double confrontation, où on a vu cette équipe des étalons qui a été bouffée tactiquement par l'équipe togolaise. Et je pense qu'aujourd'hui, la polémique est enfle parce que le statut des étalons avait atteint un autre niveau pour voir une piètre prestation, surtout que les étalons, on a vu un peu l'épisode qui a suivi après la CAN et l'éviction de Kamou Malo à la tête donc des étalons. Après, c'est Hubert Velud qui est venu. Et ce qui fait encore plus, ce qui inquiète, c'est de savoir, avec cette prestation des étalons, avec le niveau que l'entraîneur est en train d'afficher, est-ce qu'on pourra faire quelque chose du côté donc, de la Côte d'Ivoire? Parce que l'objectif en Côte d'Ivoire, c'était de remporter la CAN, parce qu'en demi-finale, ça n'a pas été un objectif suffisamment accepté. Donc, c'est pour nous ramener la CAN. Et puis ensuite... Mais est-ce que Claude Romba, cette analyse-là, ça tient encore? Lorsqu'on voit des favoris qui viennent, qui ont fait des matchs de qualification très intéressants, mais qui arrivent quelquefois à ne pas passer le premier rideau, ça ne tient plus. Oui, ce que vous dites peut être pris comme ça. Quand on analyse du côté, donc, quand vous arrivez, quand vous débarquez votre entraîneur, parce que vous allez arriver 3e ou 4e à une compétition, ça veut dire que vos objectifs sont clairs. Ce n'est plus une question des autres que vous regardez, c'est par rapport à vos objectifs que vous vous êtes fixés. Parce que celui qui arrive 4e, que vous l'enlevez, qui arrive en demi-finale et qu'on a le dernier carré qu'on l'enlève, ça veut dire que notre objectif est déjà affiché. C'est la coupe. Mais voilà, c'est un peu ça qui chose qui reste un peu perplexe les supporters des étalons, parce que évidemment on se voit aujourd'hui trop beau. Non, je comprends. Mais quand on regarde, c'est vrai que le 1-0 pour ce qu'on avait eu à Marrakech, c'était un vrai hold-up. Quand on revient, c'est vrai qu'on est nul, mais c'est vraiment sans convaincre. Mais c'était aussi un choc d'entraîneur avec un Duarte qui connaissait bien l'équipe d'en face.
Et Velud également, qui avait également aussi entraîné le Togo. Donc il connaissait aussi le Togo. Ce qui n'est pas faux. Donc voilà, ce qui est vrai pour l'autre, c'est aussi vrai. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Mais ce qui choque aussi, il faut le dire, c'est Hubert Velud, par rapport à la qualification des étalons, devrait empocher 50 millions de francs CFA comme prime de qualification, parce que c'est ce qui avait donc valu aussi également aussi à ce qu'il touche, à ce qu'il vienne à la tête des étalons, parce qu'il avait dit côté salaire, voilà, je ne devais pas trop être exigeant. Et que c'est ce qui avait valu d'ailleurs à ce qu'on dise, bon, il a remplacé Kamou Malo, il voulait peut-être mieux payer que Kamou Malo. On a dit non, écoutez, c'est à peu près dans les mêmes proportions. Or, au niveau donc des primes, c'est démentiel. Voilà, les étalons, je ne pense pas qu'un entraîneur ait touché autant d'argent pour avoir qualifié les étalons à une Coupe d'Afrique. C'est la première fois. Et donc, du coup, c'est 50 millions pour cette prestation. Donc, le ministère des Sports va débourser 50 millions de francs CFA pour la qualification. Qui est devenue une habitude. Voilà, qui est devenue une habitude pour Hubert Velud, alors que la prestation d'ensemble ne convainc pas. Non. Donc je pense une habitude pour les étalons. Voilà, c'est une habitude pour les étalons, parce qu'aujourd'hui les étalons, c'est vrai qu'en 2019 les étalons n'étaient pas qualifiés, mais c'était un peu, il faut dire que ça a été, je dirais, un incident de parcours, parce que depuis belle lurette, quand même, les étalons participent à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc 50 millions, Hubert Velud va toucher donc cette somme-là. Il faut espérer qu'il le mérite pour nous, voilà, pour nous apporter très loin. Et que la polémique de fait qu'est enflée, parce que le contribuable qui va débourser cette somme-là, il faut qu'il y ait le rapport qualité-prix. Donc c'est un peu ça qui... Investissement, résultat. Investissement, résultat. Mais c'est vraiment la tête de Burini qui nous dira tout. Il faut rappeler également qu'on connaît déjà la date de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février du côté donc d'Abidjan. Le match d'ouverture est prévu au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Donc ça sera un match d'ouverture. La Côte d'Ivoire, sûrement contre un pays, on va attendre le tirage au sort. 6 stades vont abriter donc cette Coupe d'Afrique du côté d'Abidjan. Et du côté de la Côte d'Ivoire, il y a le stade de Bouaké, le stade de Yamoussoukro, le stade de San Pedro, le stade de Korogo, le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe et le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, à Abidjan, il y a 7 pays déjà qui sont qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso, bien entendu, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Voilà les 7 qui sont qualifiés pour le moment du côté donc d'Abidjan. On attend en tout cas que les gros cylindres africaines soient de la partie. On peut penser également aussi au Cameroun, qui est plus que jamais en danger dans sa poule et pourrait ne pas se qualifier, parce que le Cameroun n'a plus son destin en main. Et donc on va attendre évidemment la dernière journée pour faire le point des qualifiés dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce. Il faut le dire, la CAF l'a déjà annoncé. On s'attend à des retombées records au niveau donc des droits de télévision et des audiences. Ça veut dire qu'avec ces retombées-là, il y aura encore beaucoup d'argent pour ceux qui vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ceux qui iront loin gagneront plus, évidemment. Merci Claude Omba, merci. Beaucoup d'éléments qui ici mettent un point final à ce JDS, Journal Dimanche Soir, que j'ai pris plaisir à présenter. C'est fini donc pour les 1h30. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec toujours cet espoir qu'on se porte mieux et qu'on se retrouve.